Le son de petits rires affamés résonna dans le jardin du manoir. 3 enfants se partageaient les croquettes du chien avec leurs mains sales. Le millionnaire leur en demanda la raison et entendit l'inimaginable. À cet instant, quelque chose en lui changea à jamais. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Le soleil commençait déjà à se coucher sur l'horizon de Paris lorsque la voiture importée de Richard Moreau franchit les portes du manoir de Neuilly-sur-Seine. Le silence de la fin de dimanche l'accueillit comme un vieil ami après 3 semaines intenses de réunions à Londres et à New York. À 52 ans, Richard était le type d'homme d'affaires qui inspirait le respect partout où il passait. À la tête de l'une des plus grandes entreprises de BTP du pays, son nom était synonyme de succès et de détermination dans les cercles d'affaires français. Le chauffeur arrêta la voiture à l'entrée de l'imposante demeure et s'empressa d'ouvrir la portière pour que Richard puisse descendre. L'homme le remercia d'un signe de tête discret, ajusta son costume impeccablement coupé et respira profondément, sentant le parfum des gardénias que sa femme, Véronique, aimait tant cultiver dans les jardins de la propriété. Ses yeux parcoururent le paysage environnant, la pelouse parfaitement tondue, les arbres taillés avec une précision millimétrique, la fontaine en marbre qui émettait un son relaxant d'eau courante. Un instant, un sentiment de paix l'envahit. Ce havre de tranquillité au milieu du chaos de la métropole était son refuge, son port d'attache. Richard congédia le chauffeur et se dirigea lentement vers l'entrée de la maison, profitant de ces moments de quiétude. Le ciel prenait des teintes orangées, tandis que les premières étoiles commençaient à poindre au firmament. Il était fatigué. Les négociations internationales avaient été exténuantes, mais lucratives. Un nouveau projet à Dubaï et l'expansion de ses activités sur le marché européen étaient enfin en bonne voie. Avant d'entrer, il décida de faire un tour dans les jardins, ce qu'il faisait rarement. Il voulait se dégourdir les jambes après le long vol. C'est alors qu'un bruit subtil, presque imperceptible, attira son attention. Il venait de l'arrière de la propriété, près du chenil où Apollon, le labrador de la famille, avait l'habitude de rester. Intrigué, il changea de direction et se dirigea vers le son. À mesure qu'il s'approchait, le bruit devenait plus net. C'étaient des voix d'enfants, des chuchotements pressés qui semblaient craindre d'être découverts. Richard fronça les sourcils, confus. Ses triplés, Mathieu, Michel et Marie, auraient dû être à l'intérieur à cette heure, probablement en train de dîner ou de se préparer pour l'école du lendemain. En tournant au coin qui menait au chenil, Richard s'arrêta brusquement. La scène qui se déroulait sous ses yeux semblait appartenir à un autre monde, pas à la réalité luxueuse qu'il avait construite pour sa famille. Là, accroupis près de la gamelle d'Apollon, se trouvaient ses 3 enfants de 8 ans. Les enfants, visiblement maigres, se partageaient à la hâte des poignées de croquettes sèches, cachant les grains dans les poches de leurs vêtements usés. Le cœur de Richard manqua un battement. Ses jambes semblèrent flageoler un instant. Cela ne pouvait pas être réel. Il devait être épuisé, imaginer des choses. Mais la scène était toujours là, nette et cruelle. Ses enfants, héritiers de l'une des plus grandes fortunes du pays, se disputaient des grains de nourriture pour chiens comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. « Qu'est-ce que vous faites ?» Et les mots sortirent de sa bouche avant même qu'il ne puisse pleinement assimiler ce qu'il voyait. Les 3 enfants se figèrent sur place. Leurs petits yeux, maintenant écarquillés de peur, se tournèrent vers leur père comme des animaux traqués. Aucun d'eux ne parla. Le silence qui suivit fut plus douloureux que n'importe quelle réponse. « J'ai demandé ce que vous faites », répéta Richard, cette fois d'une voix plus basse, essayant de contrôler le tremblement qui commençait à se former dans ses mains. Ce fut Marie, toujours la plus courageuse des 3, qui répondit enfin, d'une voix si faible que Richard dut s'approcher pour l'entendre. « On a faim, papa. Tante Véronique a dit que si on touchait à la nourriture de la famille aujourd'hui, on resterait sans manger pour le reste de la semaine. » Les mots frappèrent Richard comme un coup de poing dans l'estomac. Tante Véronique, c'est ainsi que les triplés appelaient sa femme. La femme qu'il avait épousée 5 ans plus tôt, 2 ans après la mort d'Hélène, la mère des enfants. Hélène partit trop tôt, le laissant seul avec 3 bébés à élever. Michel, le plus silencieux des 3, fit un pas en avant, révélant un corps encore plus petit que dans le souvenir de Richard. Depuis combien de temps n'avait-il pas vraiment regardé ses enfants? Quand les avait-il serrés dans ses bras pour la dernière fois? Leur avait-il parlé sans avoir l'esprit occupé par les affaires? « Ce n'est pas la faute d'Apollon, papa »,
dit le garçon les yeux embués de larmes. « Il partage toujours sa nourriture avec nous. » Richard sentit le monde tourner autour de lui. Les paroles de son fils résonnaient dans son esprit comme un écho infini. Il n'était pas possible que cela se produise, pas dans sa maison, pas avec ses enfants. Il était Richard Moreau, un homme qui avait bâti un empire de ses propres mains. Comment n'avait-il pas remarqué ce qui se passait sous son propre toit? « Ah, depuis combien de temps cela dure-t-il » demanda-t-il en s'accroupissant pour se mettre à la hauteur des enfants. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir lui sauter hors de la poitrine. Mathieu, le plus observateur des trois, haussa les épaules, comme si la réponse était évidente. « Depuis toujours, papa. Tante Véronique dit que nous sommes un fardeau, qu'on coûte trop cher. Elle nous laisse manger seulement quand tu es à la maison. » La révélation tomba sur Richard comme une avalanche. Des flashs de mémoire commencèrent à surgir dans son esprit, Véronique insistant pour que les enfants mangent à des heures différentes des adultes, prétextant qu'ils apprendraient ainsi la discipline. Les commentaires sur le fait que les triplés étaient minces de nature comme leur mère. Les excuses pour qu'ils ne participent pas aux événements sociaux, disant toujours qu'ils étaient malades ou indisposés. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment n'avait-il pas vu les signes? « Venez avec moi », dit-il finalement, tendant ses mains tremblantes aux enfants. Tout de suite, les trois hésitèrent, se regardant avec des expressions de doute et de peur. C'est alors que Richard remarqua quelque chose qui avait échappé à sa perception initiale. En plus de leur maigreur évidente, il y avait des cernes profonds sous leurs yeux d'enfants et de petits hématomes sur les bras de Marie, partiellement recouverts par la manche de son chemisier délavé. Un nœud se forma dans sa gorge. Ce n'était pas seulement un cas de négligence. Il se passait quelque chose de bien plus sombre dans cette maison. Personne ne vous fera de mal, assura-t-il, sentant des larmes chaudes se former dans ses yeux. Je vous le promets, venez. À contre-cœur, les enfants le suivirent à l'intérieur du manoir, gardant une distance prudente entre eux et leur père. Richard ne s'était jamais senti aussi éloigné de ses propres enfants qu'à ce moment-là. La maison, avec ses meubles coûteux et ses œuvres d'art de valeur, semblait maintenant un décor artificiel, une façade cachant une sordide réalité. En entrant dans la spacieuse cuisine, Richard appela la gouvernante. Madame Cécile, une femme de 60 ans qui travaillait pour la famille depuis plus d'une décennie, apparut promptement, une expression inquiète sur son visage ridé. « Où est ma femme ?» demanda Richard, essayant de garder une voix ferme. « Madame est sortie pour le thé de bienfaisance au club, monsieur Moreau. Elle a dit qu'elle rentrerait vers 21 heures, répondit Madame Cécile, évitant de regarder directement les enfants. Richard acquiesça lentement, traitant l'information. Un thé de bienfaisance. Véronique était à un événement caritatif, pendant que ses beaux enfants mourraient de faim. L'ironie de la situation était presque insupportable. Préparez quelque chose à manger pour les enfants. Maintenant, le meilleur que vous ayez dans le garde-manger. La gouvernante hésita un instant, jetant un regard nerveux vers les portes et les fenêtres, comme si elle craignait d'être vue en train d'obéir à cet ordre. « Monsieur. » Madame Véronique a été claire sur « Maintenant, Madame Cécile. » Il interrompit Richard, élevant légèrement le ton. « Et après qu'ils auront mangé, je veux que vous leur prépariez 3 sacs à dos avec des vêtements et leurs affaires personnelles. » La femme parut comprendre la gravité de la situation et acquiesça rapidement, se déplaçant avec une agilité surprenante pour son âge. En quelques minutes, la table de la cuisine fut dressée avec un véritable festin. Fruits frais, pain, fromage, jambon, gâteau et jus de fruits. Les yeux des triplés s'écarquillèrent devant une telle abondance. « Vous pouvez manger », dit Richard gentiment, sentant un pincement au cœur en voyant comment ses enfants regardaient la nourriture avec un mélange de désir et de peur. Lentement, comme s'ils s'attendaient à ce que quelqu'un apparaisse à tout moment pour les en empêcher, les enfants commencèrent à manger, d'abord par petites bouchées hésitantes, puis avec une avidité qui révélait à quel point ils étaient affamés. Richard observait la scène avec un mélange de douleur et de fureur croissante. C'est alors qu'il remarqua un mouvement dans le jardin à travers la fenêtre de la cuisine. Une dame âgée, qu'il reconnut vaguement comme la voisine du terrain adjacent, se dirigeait furtivement vers l'un des arbres à la limite de la propriété. D'un geste rapide, elle déposa quelque chose. Cela ressemblait à un petit paquet, entre les racines exposées, et retourna rapidement dans son propre jardin. Curieux, Richard s'excusa auprès des enfants et sortit pour vérifier.
En arrivant à l'arbre, il trouva un paquet soigneusement emballé contenant du pain, du fromage et une pomme. Un simple billet accompagnait la nourriture. Pour les petits anges, courage. La prise de conscience le frappa comme un éclair. La voisine savait. Elle nourrissait ses enfants en secret, laissant de la nourriture cachée pour qu'ils puissent la trouver quand la faim se ferait sentir. Le paquet à la main, Richard se dirigea vers le mur qui séparait les propriétés. La dame, une femme aux cheveux blancs et au visage doux, était encore dans son jardin arrosant quelques plantes. En voyant Richard, elle se figea, clairement effrayée d'avoir été découverte. « S'il vous plaît, attendez !» demanda-t-il, élevant la voix juste assez pour qu'elle l'entende. « J'ai besoin de vous parler. » Après un moment d'hésitation, la femme s'approcha du mur. De près, Richard put voir qu'elle devait avoir environ 70 ans, avec des yeux bleus qui transmettaient une sagesse sereine. « Je m'appelle Richard Moreau. Je suis le père des triplés. Je sais qui vous êtes. » répondit-elle d'une voix étonnamment ferme pour son âge. « Je suis Éléonore Dubois. J'habite ici depuis plus de 40 ans, bien avant que ce manoir n'existe. » Richard leva le paquet qu'il avait trouvé. « Vous avez nourri mes enfants. » Ce n'était pas une question, mais Madame Dubois acquiesça tout de même, relevant le menton dans un geste de défi. « Oui, il fallait bien que quelqu'un le fasse. » Les mots de la vieille dame étaient simples, mais chargés d'un jugement implicite, qui fit Richard se sentir tout petit intérieurement. « Depuis combien de temps cela dure-t-il ? S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir. » Madame Dubois soupira, son regard s'adoucissant en percevant l'angoisse sincère dans les yeux de l'homme en face d'elle. « J'ai commencé à le remarquer il y a environ 2 ans. Les enfants, si petits, toujours maigres, toujours avec des cernes. Un jour, j'ai vu le garçon, Michel, qui fixait mon cerisier. Je lui ai offert quelques fruits et il les a mangés comme si c'était le dernier repas sur terre. » Richard ferma les yeux un instant, essayant de contrôler la vague de culpabilité qui l'envahissait. 2 ans, 2 longues années de souffrance qu'il n'avait pas vues, trop occupé par ses affaires, faisant aveuglément confiance à une femme qu'il avait choisie par convenance, non par amour. La situation s'est aggravée, poursuivit Madame Dubois. J'ai commencé à laisser de la nourriture cachée. Il savait tout chercher. C'était notre petit secret. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas contacté? Pourquoi n'avez-vous pas dénoncé la situation? La question sortit plus accusatrice que Richard ne l'avait voulu, mais la vieille dame ne se laissa pas démonter. Et qui m'aurait cru? Une vieille dame contre votre femme, si respectée dans la société? De plus, votre gouvernante, Cécile, a essayé de vous alerter une fois. Le lendemain, la pauvre est apparue avec un pansement au bras, en disant qu'elle était tombée dans les escaliers. La révélation frappa Richard comme un coup de poing. Il se souvenait vaguement de cet épisode. Madame Cécile avait essayé de lui parler des enfants, mais Véronique l'avait interrompu, disant que ce n'était qu'un caprice d'enfant. Le lendemain, la gouvernante était apparue blessée, et Richard, occupé par une crise en entreprise, n'y avait pas accordé plus d'importance. « Mon Dieu !» murmura-t-il, en passant la main dans ses cheveux grisonnants. « Qu'ai-je fait ?» Madame Dubois l'observa un long moment avant de répondre. « La question maintenant, monsieur Moreau, n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que vous allez faire. » Les mots de la vieille dame résonnèrent dans son esprit, apportant une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle avait raison. Le passé ne pouvait être changé, mais l'avenir était encore entre ses mains. « Je vais emmener mes enfants loin d'ici ce soir, » dit-il, avec une détermination renouvelée dans la voix. « Je ne peux pas les laisser dans cette maison une minute de plus. »« Ah, où irez-vous » C'était une question pertinente. Richard n'y avait pas encore pensé. Il ne pouvait pas simplement emmener les enfants à l'hôtel, les exposant à plus de curiosité et de commérage. Il avait besoin d'un endroit sûr, discret, où ils pourraient se remettre du traumatisme qu'ils avaient vécu. « Je ne sais pas », admit-il, se sentant perdu pour la première fois depuis de nombreuses années. Madame Dubois parut réfléchir un instant avant de reprendre la parole. « J'ai une maison de campagne à Rambouillet. C'est à moins d'1 heure d'ici. C'est simple mais confortable. Vous pouvez y rester le temps de régler cette situation. » L'offre était inattendue, venant d'une inconnue qui pourtant avait fait plus pour ses enfants ces dernières années que lui-même. « Pourquoi nous aideriez-vous » La vieille dame sourit, un sourire triste qui portait des histoires non racontées. « Parce qu'il y a très longtemps, monsieur Moreau, j'ai aussi été une enfant qui avait faim. Et personne ne m'a aidé. » La simplicité de la réponse toucha profondément Richard.
Elle acquiesça, acceptant l'offre avec un remerciement silencieux qui allait au-delà des mots. « Je dois y aller maintenant », dit-il en regardant la maison où ses enfants l'attendaient. « Mais j'aimerais reparler avec vous. Il y a beaucoup de choses que j'ai besoin de savoir. »« Je serai là, » répondit Madame Dubois. « Prenez bien soin d'eux. Ce sont des enfants spéciaux. » Richard retourna à la cuisine avec une nouvelle détermination dans ses pas. Les triplés avaient en fini de manger et observaient attentivement chacun de ses mouvements, comme s'ils attendaient une punition à tout moment. « Les enfants, » commença-t-il en s'asseyant à table avec eux, « nous allons faire un petit voyage. Juste nous 4. Qu'en pensez-vous » La proposition fut accueillie avec des regards méfiants. Ce fut Marie qui verbalisa ce que tout le monde pensait. « Est-ce que tante Véronique vient avec nous ?»« Non !» répondit fermement Richard. « Ce sera juste nous, une sorte de vacances. » Michel, toujours le plus sensible, fronça les sourcils. « Mais l'école ?»« Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant, » les rassura Richard. « Je vous promets que tout ira bien. » Les enfants échangèrent des regards, ayant une de ces conversations silencieuses que seuls les triplés semblaient capables d'avoir. Finalement, Mathieu, le plus pragmatique des trois, acquiesça. « On peut emmener Apollon ?» La question prit Richard par surprise. Au milieu du tourbillon d'émotions et de décisions, il avait complètement oublié le labrador qui, ironiquement, avait été plus gentil avec ses enfants que beaucoup d'humains. « Bien sûr, » répondit-il, sentant un nœud dans sa gorge. « Bien sûr qu'Apollon vient avec nous. » Pendant que Madame Cécile finissait de préparer les sacs à dos, Richard emmena les enfants dans leur chambre pour qu'ils prennent un jouet ou un objet personnel qu'ils voulaient emporter. En entrant dans la chambre des garçons, située dans une zone isolée du manoir, presque à l'arrière, Richard sentit son estomac se retourner. L'espace, qui aurait dû être un refuge pour enfants, était presque monastique dans sa simplicité austère. 2 lits simples, sans les draps colorés qu'il se souvenait avoir achetés. Aucun poster sur les murs, aucun jouet en vue. La seule décoration était un petit dessin épinglé au mur. 3 bonshommes allumettes, se tenant la main sous ce qui semblait être un soleil souriant. « C'est vous qui avez fait ce dessin ?» demanda Richard en s'approchant pour mieux voir. « C'est Michel qui l'a fait, » répondit Mathieu. « C'est nous. » Avec maman au ciel. Richard sentit ses jambes flageoler. La simplicité de l'explication, la profondeur de ce qu'elle représentait, était trop dure à supporter. Hélène, sa première femme, la mère que les triplés avaient à peine connue, réduite à un soleil souriant sur un dessin caché. « Il est magnifique », parvint-il à dire, luttant contre les larmes. « On peut l'emporter avec nous. » La chambre de Marie n'était pas en meilleur état. La fillette, qui avait un jour eu une chambre décorée comme celle d'une princesse, Richard se souvenait avoir engagé un décorateur célèbre pour le projet, dormait maintenant dans un environnement tout aussi dépouillé. La seule différence était une petite collection de pierres colorées cachées sous son oreiller. « Ce sont mes pierres porte-bonheur », expliqua timidement Marie quand Richard les découvrit. « C'est Madame Éléonore qui me les a données. Elle a dit que chaque couleur protège d'une mauvaise chose. » Une fois de plus, Richard se retrouva à remercier silencieusement la voisine qui était devenue, sans qu'il le sache, une figure maternelle pour ses enfants. Après avoir rassemblé les quelques affaires personnelles que les enfants possédaient, tous retournèrent à la cuisine. Madame Cécile avait fini de préparer les sacs à dos et attendait avec une expression anxieuse. « Monsieur, Madame Véronique vient d'appeler. Elle a dit qu'elle rentrait plus tôt. Elle devrait arriver dans une demi-heure. » La nouvelle accéléra les plans de Richard. Il n'était pas encore prêt à affronter Véronique, pas avec les enfants présents. Il devait d'abord les mettre en sécurité. « Merci, Cécile. Pouvez-vous nous aider à tout emmener à la voiture ? Nous partons tout de suite. » Pendant que la gouvernante aidait à charger les sacs à dos, Richard emmena les enfants au chenil pour chercher Apollon. Le labrador, un animal au pelage doré déjà âgé de quelques années, accueillit les petits avec une joie évidente, leur léchant le visage et remuant la queue frénétiquement. « Il a toujours su quand on était triste », commenta Michel en caressant le poil du chien. Parfois, il restait caché dans notre chambre. Tante Véronique n'aimait pas ça. Richard acquiesça, incapable de faire confiance à sa voix à ce moment-là. La loyauté d'un animal avait surpassé celle de nombreux humains, y compris la sienne. Avec tout dans la voiture, un SUV qu'il utilisait rarement, préférant être conduit par son chauffeur dans des véhicules plus luxueux, Richard jeta un dernier regard au manoir,
qu'il avait appelée sa maison pendant tant d'années. Les lumières commençaient à s'allumer automatiquement avec la tombée de la nuit, créant une image de carte postale. La maison parfaite, la vie parfaite. Quel grand mensonge tout cela avait été. « Allons-y », dit-il à ses enfants, qui s'installaient sur la banquette arrière avec Apollon entre eux. « Une nouvelle vie nous attend. » Alors que la voiture quittait la propriété, Richard ne put s'empêcher de jeter un dernier regard dans le rétroviseur. Dans le miroir, il vit non seulement le manoir s'éloigner, mais aussi le reflet de 3 petits visages qui l'observaient avec un mélange de peur et d'espoir. Des visages qui portaient les traits d'Hélène, des souvenirs vivants de la femme qu'il avait aimée, des enfants qu'il avait négligés. Tout ira bien, promit-il, plus pour lui-même que pour eux. Je promets que, cette fois, tout ira bien. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Richard Moreau fit une promesse qu'il était déterminé à tenir, quoi qu'il en coûte. La petite maison de campagne à Rambouillet se révéla être un refuge accueillant, caché entre des arbres feuillus et protégé par un mur discret couvert de lierre. Lorsque la voiture de Richard se gara sur le gravier de l'entrée, il était plus de minuit. La pleine lune illuminait le ciel étoilé, créant des ombres dansantes parmi le feuillage du jardin. Les triplés dormaient sur la banquette arrière, épuisés par les montagnes russes émotionnelles de la journée. Seul Apollon restait alerte, comme s'il comprenait la gravité de la situation, son museau pressé contre la vitre, observant le nouvel environnement avec une curiosité canine. Richard coupa le moteur et resta immobile quelques instants, laissant le silence de la nuit l'envelopper. Les dernières heures semblaient un cauchemar, dont il ne parvenait pas à se réveiller. Son esprit traitait encore les découvertes de la soirée, les révélations qui avaient bouleversé sa vie. Madame Éléonore avait été extrêmement gentille. Non seulement elle avait offert sa maison de campagne, mais elle avait veillé à ce que tout soit prêt pour leur arrivée. Les lits faits, le réfrigérateur rempli, et même quelques vieux jouets ayant appartenu à ses petits-enfants. Avant de quitter Paris, Richard était passé rapidement chez sa voisine pour prendre les clés et la remercier. La vieille dame avait simplement hoché la tête, avec ce regard qui en disait plus que les mots. « Allez, les petits !» murmura Richard en se tournant vers la banquette arrière. « Nous sommes arrivés dans notre nouvelle maison. » Les enfants se réveillèrent lentement, leurs petits yeux clignant de confusion. Ils étaient habitués à être ignorés, pas à recevoir de l'attention et des soins. « C'est une ferme, papa ?» demanda Mathieu le plus curieux, en regardant par la fenêtre les yeux écarquillés. « Presque », sourit Richard pour la première fois de la journée. « C'est la maison de campagne de Madame Éléonore. On va rester ici un moment. » En entrant dans la maison, ils furent accueillis par la chaleur réconfortante de la cheminée déjà allumée, probablement l'œuvre du gardien que Madame Éléonore avait mentionné. Le contraste avec le manoir froid et impersonnel de Neuilly-sur-Seine ne pouvait être plus grand. Ici, chaque objet semblait raconter une histoire. Les fauteuils en tissu fleuri usés par le temps, la table en bois massif avec des marques de verre et des traces de crayon, les rideaux en dentelle faits à la main. « C'est petit », commenta Marie, mais il n'y avait pas de déception dans sa voix, juste une constatation. « Petit, mais à nous », répondit Richard, posant les sacs à dos sur le plancher en bois qui grinça doucement sous ses pieds. « Demain, vous pourrez explorer le jardin. Il y a un ruisseau et beaucoup d'arbres fruitiers. » Michel, qui était resté silencieux jusqu'alors, s'approcha timidement de l'un des murs où plusieurs cadres photos affichaient de vieilles photographies. « Qui sont ces gens ?» demanda-t-il en montrant une photographie sépia. Richard s'approcha, examinant l'image d'un jeune couple devant la même maison des décennies plus tôt. « Je pense que ce sont les parents de Madame Éléonore, ou peut-être elle-même quand elle était jeune, » répondit-il, réalisant qu'il savait très peu de choses sur la femme qui les aidait maintenant. On pourra lui demander quand on la reverra. Après un dîner simple avec les sandwichs que Madame Cécile avait préparés pour le voyage, Richard aida les enfants à se préparer pour dormir. Ce fut un processus maladroit. Il réalisa qu'ils ne connaissaient pas leur routine, ne connaissaient pas leurs préférences, n'avaient aucune idée s'ils avaient besoin d'une lumière dans la chambre ou s'ils avaient peur du noir. « Vous préférez dormir ensemble ou séparés ?» demanda-t-il, se sentant comme un étranger dans la vie de ses propres enfants. Les trois se regardèrent, ayant une autre de ces conversations silencieuses. Ce fut Marie qui parla comme d'habitude. « Ensemble, s'il te plaît. » Il y avait une demande implicite dans ce « s'il te plaît » qui brisa le cœur de Richard.
Ses enfants demandèrent la permission pour quelque chose d'aussi fondamental que le réconfort de la présence des autres. « Bien sûr, » dit-il en ravalant le nœud dans sa gorge. « Je vais préparer la plus grande chambre pour vous trois. » Alors que les enfants se blottissaient dans le grand lit double, avec Apollon à leurs pieds, comme un gardien fidèle, Richard réalisa qu'il ne savait pas raconter d'histoire pour dormir, qu'il ne connaissait pas de berceuse. Hélène avait toujours été l'experte en la matière. Après elle, il avait délégué cette tâche au nounou et plus tard à Véronique. Véronique. Penser à elle lui retournait l'estomac. Le téléphone, qu'il avait mis en mode silencieux, affichait des dizaines d'appels manqués et de messages. Elle devait être furieuse de découvrir qu'il était parti avec les enfants sans laisser d'explication. Mais c'était un problème pour demain. Maintenant, il devait se concentrer sur les 3 petites vies qui dépendaient de lui. « Bonne nuit, les enfants », dit-il simplement en ajustant la couverture sur eux. « Tu vas rester ici, papa ?» demanda Michel d'une voix si faible qu'on l'entendait à peine. La question prit Richard par surprise. C'était une demande de présence, quelque chose qu'il ne lui avait jamais demandé auparavant. Ou peut-être l'avait-il fait, mais il était trop occupé pour le remarquer. « Oui », répondit-il en s'asseyant sur le bord du lit. « Je vais rester ici jusqu'à ce que vous vous endormiez. » Les enfants se détendirent, visiblement, comme si un poids avait été retiré de leurs petites épaules. En quelques minutes, ils dormaient profondément, épuisés par les événements de la journée. Richard resta là, à regarder ses enfants dormir. À la douce lumière de la lampe de chevet, il remarqua des détails qu'il avait ignorés pendant des années. La petite fossette au menton de Mathieu, identique à celle d'Hélène. Les longs cils de Marie, qui reposaient comme de petites demi-lunes sur ses joues. La façon dont Michel fronçait légèrement les sourcils, même pendant son sommeil. Comme s'il était toujours en alerte, toujours inquiet. Ses enfants. Ces petits. Comment avait-il permis qu'ils souffrent autant? Quand il fut certain qu'ils dormaient profondément, Richard sortit silencieusement de la chambre, laissant la porte entr'ouverte. Dans le salon, il se servit un verre de l'eau-de-vie qu'il trouva dans un placard de la cuisine et s'assit dans l'un des fauteuils usés, fixant le feu qui crépitait dans la cheminée. Son téléphone vibra à nouveau. Véronique. Il rejeta l'appel, mais ouvrit les messages. Les premiers étaient faussement doux, lui demandant où il était, si tout allait bien avec les enfants. Puis le ton changea progressivement, devenant accusateur, menaçant. Le dernier disait simplement « Tu vas le regretter, Richard. Personne ne prend ce qui est à moi. Ce qui est à moi. » Comme si les enfants étaient des objets, des biens à se disputer. Richard bloqua le numéro, sachant que ce n'était qu'un report de l'inévitable confrontation. Ensuite, il fit quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Il appela son avocat personnel en pleine nuit. « Charles, désolé pour l'heure, » dit-il dès que l'homme répondit d'une voix endormie. « J'ai besoin de ton aide. C'est urgent. » En quelques mots, Richard expliqua la situation, ou du moins ce qu'il en savait jusqu'à présent. De l'autre côté de la ligne, Charles écouta en silence, n'interrompant que pour poser des questions précises. « Mon Dieu, Richard !» dit l'avocat quand il eut terminé. « C'est très grave. »« Je sais, » répondit Richard, en passant la main dans ses cheveux déjà en désordre. « J'ai besoin de protéger mes enfants, légalement, je veux dire. Et j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé d'autre dans cette maison. J'ai l'impression que je n'ai fait qu'effleurer la partie visible de l'iceberg. » Charles soupira lourdement. « D'abord, tu as besoin de preuves. Des rapports médicaux, des témoins, des preuves concrètes. Sans ça, c'est ta parole contre la sienne. Et Véronique a une image impeccable dans la société. »« Je comprends, » murmura Richard. C'était exactement ce qu'il craignait. « Je peux emmener les enfants chez le médecin demain. »« Oui, mais pas n'importe quel médecin. Il faut que ce soit quelqu'un d'expérimenté, dans les cas de négligence infantile. Je vais t'envoyer les coordonnées d'une pédiatre qui travaille avec le tribunal. Et Richard. »« Oui. »« Prépare-toi. Ça pourrait devenir moche. Très moche. » Après avoir raccroché, Richard resta immobile pendant de longues minutes, observant les flammes danser dans la cheminée. Il se sentait épuisé, physiquement et émotionnellement. Mais pour la première fois depuis des années, il ressentait aussi une clarté d'esprit qu'il avait perdue depuis la mort d'Hélène. Ses enfants avaient besoin de lui. Pas de l'homme d'affaires prospère, pas de l'homme qui avait bâti un empire, mais du père qu'il n'avait jamais vraiment été. Et il était déterminé à ne plus leur faire défaut,
Avec cette pensée, Richard s'endormit finalement dans le fauteuil, encore habillé, son téléphone maintenant silencieux tombé à ses côtés. Il fut réveillé par des rires d'enfants, quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis si longtemps que pendant un instant il crut rêver. Le soleil du matin filtrait à travers les fentes des rideaux, illuminant le salon d'une lumière dorée. Son cou lui faisait mal à cause de la position inconfortable dans laquelle il avait dormi, et sa bouche avait un goût amer d'eau-de-vie et de regret. Suivant le son des rires, Richard arriva à la porte arrière qui donnait sur le jardin. Là, sous un énorme cerisier, les triplés jouaient avec Apollon. Le chien courait en cercle, poursuivant une balle que les enfants lançaient, aboyant joyeusement. C'était une scène si simple, si normale, que les yeux de Richard se mirent à piquer. C'était ce que ses enfants auraient dû avoir toutes ces années, une enfance normale, avec des jeux, des rires, la liberté d'être simplement des enfants. Avant qu'il ne puisse les appeler, son téléphone sonna à nouveau. C'était Charles. « J'ai obtenu un rendez-vous avec le docteur Lucie Renaud pour aujourd'hui à 14 heures. » Ça informa l'avocat sans préambule. « Elle vous recevra discrètement dans sa clinique privée. Il vaut mieux ne pas emmener les enfants dans un hôpital public maintenant pour éviter une exposition inutile. »« Merci, Charles. Je te dois une fière chandelle. »« C'est autour plus d'une, en fait, » répondit l'ami, avec une légère pointe d'humour qui ne correspondait pas à la gravité de la situation. « J'ai aussi engagé un détective privé. Nous devons découvrir ce que Véronique faisait d'autre. » Richard accepta, prit congé et raccrocha. En regardant à nouveau vers le jardin, il réalisa que les triplés l'avaient remarqué et l'observèrent maintenant avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Bonjour, » dit-il, essayant de paraître décontracté en marchant vers eux. « Je vois que vous avez déjà trouvé le cerisier. » Marie, les doigts tachés de violet, montra une petite poignée des fruits sombres. « On peut en manger » demanda-t-elle hésitante. Le monsieur qui s'occupe du jardin a dit oui, mais « Mom, bien sûr que vous pouvez » et répondit Richard promptement. « N'en abusez pas pour ne pas être malade. »« Qui est le monsieur du jardin ?»« Monsieur Jules » répondit Mathieu, en montrant un homme d'âge moyen qui travaillait dans un parterre de fleurs de l'autre côté du jardin. « Il a dit qu'il habite dans la petite maison là-bas et qu'il s'occupe de tout pour Madame Éléonore. » Richard fit un signe de tête à l'homme, qui lui répondit par un geste respectueux. Une autre personne qui, apparemment, en savait plus sur cette propriété que lui-même. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il en s'accroupissant pour se mettre à la hauteur des enfants. Les trois hochèrent timidement la tête. Il y avait encore une distance émotionnelle entre eux, un abîme créé par des années d'absence qui ne pouvait être comblé en une seule nuit. « Tant mieux. Écoutez, après le déjeuner, nous devrons aller en ville. Il y a un médecin que j'aimerais que vous voyiez. » Le mot « médecin » sembla déclencher une alarme dans les yeux des enfants. Michel recula d'un pas, cherchant instinctivement la protection de ses frères et sœurs. Ce n'est rien de grave, s'empressa d'expliquer Richard, remarquant la peur dans leur regard d'enfant. Juste une consultation de routine. Je vous promets que ça ne fera pas mal. Ce n'était pas toute la vérité, mais ce n'était pas non plus un mensonge complet. Richard ne savait pas comment expliquer aux enfants qu'il avait besoin de preuves médicales de ce qu'ils avaient subi. Comment leur dire que leur petit corps maltraité était maintenant des preuves dans une affaire qui pourrait devenir un scandale public. Le déjeuner fut une expérience surréaliste pour Richard. Pour la première fois depuis des années, il s'assit à table avec ses enfants, les servants discutant, découvrant leurs préférences. Marie détestait les carottes. Michel mangeait lentement, mâchant chaque bouchée avec soin, et Mathieu semblait avoir un appétit insatiable, demandant toujours plus. « On pourra revenir ici après le médecin. » demanda Mathieu, pendant que Richard nettoyait les assiettes. « Je veux voir si Monsieur Jules m'apprend à pêcher dans le ruisseau. » La demande prit Richard par surprise. Dans son esprit, ce n'était qu'un refuge temporaire jusqu'à ce qu'il résolve la situation. Mais il réalisa que pour les enfants, la petite maison de campagne était déjà devenue plus un foyer en un jour que le manoir ne l'avait jamais été. « Bien sûr, » répondit-il, sentant un nœud dans sa gorge. « Cet endroit est à nous aussi longtemps que nous le voudrons. » La consultation avec le docteur Renaud fut encore plus difficile que Richard ne l'avait imaginé. La médecin, une femme d'âge moyen aux yeux doux, mais déterminée, examina chacun des enfants minutieusement, posant des questions délicates sur leur alimentation, leur routine et toute douleur qu'ils ressentaient. Les résultats préliminaires furent dévastateurs.
Les 3 présentaient des signes clairs de dénutrition chronique, d'anémie, et dans le cas de Marie, des marques récentes de châtiment corporel, de petits hématomes sur le dos et les jambes que la fillette avait tenté de cacher. « Monsieur Moreau », dit la médecin après avoir terminé les examens et emmené Richard dans une salle privée pendant qu'une infirmière restait avec les enfants. Ce ne sont pas des cas légers de négligence. Ce que je vois ici, ce sont des signes de mauvais traitement continu et sévère. Richard acquiesça, incapable de parler. Les mots de la médecin ne faisaient que confirmer ce qu'il soupçonnait déjà, mais les entendre prononcer à voix haute, avec l'autorité d'une professionnelle, rendait tout encore plus réel, encore plus horrible. Je vais demander des analyses de sang complètes et une évaluation nutritionnelle détaillée. Poursuivit le docteur Renaud. Je recommande aussi fortement une évaluation psychologique. Des traumatismes comme ceux-ci laissent des cicatrices plus profondes que ce que nous pouvons voir. Et pour les marques physiques, celle de Marie. La médecin soupira lourdement. J'ai tout documenté avec des photographies, avec votre permission. Avec mon rapport, cela constituera une preuve solide si vous décidez de porter l'affaire en justice. Si vous décidez, pas quand vous déciderez. La médecin parlait comme si c'était la seule conclusion possible, le seul chemin à suivre. Et en effet, Richard savait que c'était le cas. Il n'y avait pas de retour en arrière possible après ce qu'il avait découvert. « Il y a autre chose, monsieur Moreau, » dit le docteur Renaud, avec une expression encore plus sérieuse. « J'ai trouvé quelques vieilles cicatrices sur le dos de Michel qui sont préoccupantes. Elles semblent avoir été faites avec un objet fin, comme une ceinture ou une baguette. Elles ne sont pas récentes, mais elles indiquent un schéma de violence qui a peut-être commencé il y a longtemps. » Richard sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'idée que son fils le plus sensible, son petit Michel, avait été physiquement agressé, marqué pendant qu'il parcourait le monde pour conclure des affaires, était insupportable. « Je ne savais pas », murmura-t-il plus pour lui-même que pour la médecin. « Comment n'ai-je pas remarqué ?» Le docteur Renaud n'offrit ni réconfort facile ni absolution. Au lieu de cela, elle le regarda droit dans les yeux avec une fermeté que Richard rencontrait rarement dans son cercle social de flatteurs. « Ce qui compte maintenant, Monsieur Moreau, ce n'est pas le passé, mais ce que vous ferez à partir de maintenant. Ces enfants ont besoin de protection, d'un traitement adéquat et par-dessus tout, d'un père présent. » Les mots de la médecin faisaient écho à ceux de Madame Éléonore la veille. C'était comme si l'univers conspirait pour rappeler à Richard sa responsabilité, sa faute, son devoir. En sortant du cabinet, avec 3 enfants silencieux tenant des ordonnances médicales et des prescriptions pour des compléments nutritionnels, Richard prit une décision qui changerait à jamais le cours de leur vie. « Nous allons faire un arrêt avant de rentrer à la maison, » dit-il en les aidant à monter dans la voiture. « J'ai quelques affaires à régler. » Le bureau du détective privé indiqué par Charles se trouvait dans un immeuble discret du centre de Paris. Richard laissa les enfants attendre dans la voiture avec le chauffeur que Charles avait fourni, un homme de confiance, ancien policier, qui servirait également de garde du corps, si Véronique tentait quelque chose de radical. Joachim Lefebvre avait l'apparence de quelqu'un qui avait tout vu dans la vie. Dans son bureau simple, avec des meubles fonctionnels et sans ostentation, il écouta attentivement pendant que Richard relatait les événements des derniers jours. « Je veux tout savoir », conclut Richard. « Chaque centime détourné, chaque abus, chaque personne impliquée. Peu importe le coût ou le temps que cela prendra. » Joachim acquiesça, prenant des notes dans un petit carnet. « J'aurai besoin d'un accès au compte bancaire, au registre financier, à tout ce qui pourrait indiquer où allait l'argent. »« Vous l'aurez, » assura Richard. « Mon avocat vous fournira tout ce qui est nécessaire. »« Mohape et la maison, » poursuivit Joachim. « Nous avons besoin de preuves de ce qui s'y passait. Des messages, des emails, des enregistrements. Installer des caméras, des micros, tout ce qu'il faudra. » autorisa Richard. « Donnez-moi juste la vérité. » En quittant le bureau, Richard se sentait à la fois épuisé et plein d'énergie. D'un côté, l'ampleur de ce à quoi il était confronté semblait écrasante. De l'autre, il y avait maintenant une clarté d'objectif dans ses actions, quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, entre les bilans financiers et les négociations commerciales. Sur le chemin du retour vers Rambouillet, les enfants s'endormirent sur la banquette arrière, bercés par le mouvement de la voiture. Richard les observait dans le rétroviseur,
3 petits êtres dont la protection était désormais sa seule mission dans la vie. Son téléphone sonna, affichant le nom de Charles à l'écran. « Nous avons un problème », dit l'avocat sans détour. « Véronique a déposé une plainte pour enlèvement d'enfants. La police pourrait être à votre recherche. » Richard sentit son sang se glacer dans ses veines. « Elle n'a pas ce droit. Ce sont mes enfants. » « Oh, techniquement, ce sont vos enfants à tous les deux, selon la loi. Elle est leur belle-mère, mais elle a la garde partagée depuis le mariage. J'ai obtenu une ordonnance de référé temporaire, basée sur les rapports médicaux que le docteur Renaud a envoyés. Mais nous devons tout formaliser au plus vite. » Richard respira profondément, essayant de contrôler le tourbillon d'émotions qui menaçait de le submerger. « Que suggères-tu ? Viens à mon bureau demain matin. Nous allons déposer une demande de mesures de protection et de garde exclusive basée sur les preuves médicales. En attendant, reste où tu es. La maison est au nom de ta voisine, pas au tien, donc il sera difficile de vous localiser. » Après avoir raccroché, Richard observa de nouveau ses enfants dans le rétroviseur. Ils étaient si paisibles pendant leur sommeil, si inconscients de la tempête qui se formait autour d'eux. « Je ne laisserai rien vous arriver, » promit-il à voix basse. « Fauci Smartinte plus jamais. » Quand ils arrivèrent à la maison de campagne, le soleil se couchait déjà, teintant le ciel d'orange et de rose. Monsieur Jules les attendait au portail, une expression inquiète sur son visage ridé. « Monsieur, il y a une dame qui vous attend depuis le début de l'après-midi. » Joyce informa-t-il dès que Richard descendit de la voiture. Elle a dit que c'était important. Le cœur de Richard s'emballa. Serait-ce Véronique? Avait-elle découvert leur cachette si rapidement? « Où est-elle » ? « Sur la terrasse, monsieur. »« C'est Madame Éléonore. » Le soulagement fut instantané. Richard demanda au chauffeur d'emmener les enfants à l'intérieur, tandis qu'il se dirigeait vers la terrasse. Il y trouva la vieille voisine assise dans un fauteuil à bascule, une expression grave sur son visage doux. « Madame Éléonore, quelle surprise! Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» La vieille dame indiqua le fauteuil à côté, l'invitant à s'asseoir. « Votre femme est venue chez moi ce matin, » dit-elle sans détour. Elle était furieuse, exigeant de savoir où vous étiez. Richard sentit son estomac se nouer. « Que lui avez-vous dit ?»« Que je n'en avais aucune idée, » répondit Madame Éléonore avec un petit sourire. « Mais elle ne m'a pas cru. Elle a amené des policiers, montré des photos des enfants, fait une scène. Elle a dit que je couvrais un enlèvement. »« Mon Dieu !» murmura Richard, passant la main sur son visage fatigué. « Je suis désolé de vous avoir impliqué là-dedans. » Madame Éléonore fit un geste dédaigneux de la main. « Ce n'est pas la première tempête que j'affronte dans ma vie, mon garçon, mais vous n'êtes pas en sécurité ici pour longtemps. Elle est maligne et elle a des ressources. » Richard acquiesça lentement, comprenant la gravité de la situation. « Mon avocat prend des mesures légales demain matin. »« Bien, » approuva la vieille dame. « Mais il y a autre chose que vous devez savoir. J'ai apporté ceci. » D'un sac en cuir usé, Madame Éléonore sortit un petit enregistreur numérique. Marie me l'a donné il y a quelques semaines. Elle a dit qu'elle avait enregistré sa belle-mère, disant de mauvaises choses, quand elle pensait que personne n'écoutait. La petite est maligne. Elle a caché l'appareil dans la poupée que je lui ai offerte pour son anniversaire. D'une main tremblante, Richard prit l'enregistreur. C'était un modèle simple, du genre utilisé pour les cours et les interviews. « Vous l'avez déjà écouté ?» Madame Éléonore acquiesça, les yeux soudainement humides. « J'en ai assez entendu pour savoir que vous devez donner ça à votre avocat immédiatement. » À ce moment-là, Richard comprit que la bataille à venir serait beaucoup plus difficile et sombre qu'il ne l'avait imaginé. Mais l'enregistreur en main et une détermination renouvelée au cœur, il était prêt à affronter tout ce qui viendrait. Pour ses enfants, il affronterait même l'enfer. La nuit tomba lourdement sur la maison de campagne, comme si le ciel lui-même partageait le poids que Richard portait sur ses épaules. Assis dans le petit salon, avec seulement la lumière de la lampe de chevet pour éclairer la pièce, il tenait le petit enregistreur numérique comme une bombe sur le point d'exploser. Les enfants dormaient déjà, épuisés après la longue journée de consultations médicales et d'émotions intenses. « Êtes-vous sûr de vouloir écouter ça seul ?» demanda Madame Éléonore, qui avait décidé de passer la nuit avec eux, après avoir raconté sa rencontre tendue avec Véronique. Certaines choses sont difficiles à digérer sans soutien. Richard regarda la vieille dame, admirant sa force et sa sensibilité. Ces derniers jours, cette femme qu'il connaissait à peine était devenue son port d'attache,
sa conseillère, la personne qui posait les bonnes questions au bon moment. « Je dois l'écouter, » répondit-il d'une voix ferme. « Je dois savoir exactement ce qui se passait dans cette maison. » Madame Éléonore acquiesça, comprenant. D'une main tremblante, Richard appuya sur le bouton de lecture. L'enregistrement commença par des bruits indistincts, comme si l'appareil était en cours de réglage. Puis vint la voix de Marie, chuchotant « Test, test. Ça a marché? Je crois que oui. J'espère que oui. » La voix enfantine, si déterminée malgré la peur évidente, fit piquer les yeux de Richard. Sa fille, cette petite fille de seulement 8 ans, avait été assez intelligente et courageuse pour chercher des preuves contre les abus qu'elle subissait. Après quelques secondes de silence, on entendit le bruit d'une porte s'ouvrant brusquement. Puis la voix de Véronique, méconnaissable pour Richard. Ce n'était pas la voix mélodieuse et polie qu'elle utilisait lors des événements sociaux ou quand il était là. Elle était tranchante, froide, chargée de mépris. « Combien de fois dois-je vous dire que je ne veux pas de vous dans cette partie de la maison? Ce n'est pas un endroit pour de sales bâtards. » Que Richard sentit son estomac se retourner. « Bâtard !» C'est ainsi que Véronique parlait de ses enfants quand il n'était pas présent. L'enregistrement continua, implacable. On entendit des pleurs d'enfants. Probablement Michel, toujours le plus sensible. « Arrête de pleurer, espèce de mauviette !» La voix de Véronique s'éleva. « Aussi pathétique que votre père. Vous savez combien ça coûte de vous entretenir. Vous savez combien d'argent je gaspille pour des enfants qui n'auraient même pas dû naître. » Une pause, puis « C'est la faute de cette femme qui n'a pas eu la décence de mourir sans laisser de preuve de son existence. » 3 d'un coup, comme une chienne qui met bas sa portée. Richard sentit l'air lui manquer. Comment quelqu'un pouvait-il parler ainsi d'enfants innocents? D'Hélène, qui avait donné sa vie pour mettre au monde les triplés. « Mais ça va bientôt changer, » a poursuivi Véronique, sa voix maintenant plus calculatrice. « Votre père a signé les papiers aujourd'hui. Maintenant, officiellement, la moitié de sa fortune est à moi. Et quand j'aurai terminé le travail, ni vous ni ce vieil idiot ne serez sur mon chemin. » Richard mit l'enregistrement en pause, incapable de continuer un instant. Sa respiration était rapide, et il sentait un goût métallique dans sa bouche, comme s'il était sur le point de vomir. « Le travail ?» murmura-t-il, regardant Madame Éléonore avec des yeux écarquillés. Elle prévoyait de... « Haustuan continue d'écouter, » dit doucement la vieille dame, posant une main ridée sur la sienne. « Il y a plus. » Richard respira profondément et appuya de nouveau sur lecture. La voix de Véronique continuait, maintenant plus basse, comme si elle se parlait à elle-même. Les médecins collaborent déjà, de petites doses, imperceptibles lors des examens de routine. D'abord les enfants, puis lui. Dommage que ça prenne autant de temps, mais ça doit paraître naturel. Une malheureuse condition génétique, peut-être? La faute de cette femme morte, après tout. Un frisson parcourut l'échine de Richard. Véronique ne se contentait pas de négliger ses enfants, elle les empoisonnait lentement, et elle prévoyait de faire de même avec lui. L'enregistrement se poursuivit pendant quelques minutes, Véronique détaillant froidement ses plans pour s'emparer de la fortune de Richard, éliminant tout obstacle, y compris les enfants, de son chemin. Elle parlait de comptes bancaires secrets, de la façon dont elle soudoyait les employés pour garder le silence, de la façon dont elle manipulait son image d'épouse et de belle-mère dévouée. Quand l'enregistrement se termina, Richard était pâle, des gouttes de sueur froide perlant sur son front. Il se sentait nauséeux, trahi, mais par-dessus tout furieux. Une fureur glaciale, calculatrice, qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Elle empoisonnait mes enfants », dit-il, les mots sonnant étranges à ses propres oreilles. « Pour de l'argent, pour le pouvoir. Et vous aussi », ajouta doucement Madame Éléonore. Cela explique pourquoi les enfants étaient toujours malades, toujours maigres. Ce n'était pas seulement le manque de nourriture. Richard se leva brusquement, faisant les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. Son esprit travaillait frénétiquement, reliant des points qui semblaient auparavant isolés. Les fréquentes indispositions des enfants à l'approche d'événements importants. Les visites constantes de Véronique chez un médecin que Richard connaissait à peine. Les compléments vitaminés qu'elle insistait pour que tout le monde prenne, préparés spécialement par une pharmacie. « Je dois appeler Charles », dit-il finalement, en prenant son téléphone. Ça change tout. Ce n'est plus seulement une question de garde des enfants maintenant. C'est une tentative de meurtre. Alors qu'il composait le numéro de l'avocat, Richard sentit une présence à la porte du salon.
En se retournant, il se trouva face à 3 petites silhouettes en pyjama, l'observant avec des yeux écarquillés de peur. Les triplés étaient réveillés, probablement par le ton élevé de sa voix. « Papa » appela timidement Marie. « Tu as trouvé mon enregistreur » La question, si simple et en même temps si chargée de sens, fit momentanément oublier à Richard son appel. S'accroupissant pour se mettre à la hauteur de ses enfants, il ouvrit les bras en une invitation silencieuse. Les enfants n'hésitèrent qu'une seconde avant de se précipiter dans les bras de leur père. C'était la première fois que Richard les serrait vraiment dans ses bras depuis qu'ils étaient petits, et la sensation était bouleversante. Leur corps fragile, leur respiration rapide contre sa poitrine, l'odeur d'innocence qui persistait malgré tout ce qu'ils avaient traversé. « Oui, je l'ai trouvé », répondit-il enfin, la voix étranglée par l'émotion. « Tu as été très courageuse, Marie, très intelligente. » La fillette leva les yeux, ses yeux brillants d'un mélange de fierté et de peur. « Est-ce que tante Véronique va nous trouver ?» demanda-t-elle. Elle a dit que si on le disait à quelqu'un, elle nous enverrait dans un endroit horrible, loin les uns des autres. Richard sentit une nouvelle vague de fureur le parcourir en entendant ces mots. Comment Véronique avait-elle pu menacer des enfants innocents de cette manière? Comment avait-il pu être si aveugle pendant si longtemps? Non, répondit-il fermement, en regardant chacun de ses enfants dans les yeux. Elle ne s'approchera plus jamais de vous. Je vous le promets. Papa va vous protéger maintenant, que c'était une promesse qu'il comptait tenir à tout prix. Cette même nuit, après avoir finalement réussi à rendormir les enfants, Richard eut une longue conversation téléphonique avec Charles. L'avocat, habituellement calme et réfléchi, semblait véritablement secoué par les révélations de l'enregistrement. « C'est beaucoup plus grave que ce que nous imaginions, Richard, » dit-il. « Nous devons agir vite. Je vais contacter quelques personnes de confiance à la police, des gens qui ne se laisseront pas acheter par Véronique. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? D'abord, nous allons déposer une plainte pénale basée sur l'enregistrement et les rapports médicaux. Simultanément, nous déposerons une demande de mesures de protection d'urgence pour les enfants et pour toi. Pendant ce temps, le détective que nous avons engagé suivra la piste de l'argent et identifiera les médecins impliqués dans le complot. » Richard acquiesça, même s'il savait que son ami ne pouvait pas le voir. La complexité de la situation semblait augmenter à chaque instant, mais il était déterminé à y faire face. Et la plainte pour enlèvement que Véronique a déposée. « Je m'en suis déjà occupé », le rassura Charles. « Avec l'enregistrement et les rapports médicaux, nous avons réussi à invalider la plainte. Maintenant, c'est elle la suspecte, pas toi. » Après avoir raccroché, Richard s'assit sur la terrasse de la maison de campagne, observant les étoiles qui parsemaient le ciel sombre. La nuit était claire, sans nuages, et l'air frais de la campagne apportait un léger parfum de jasmin. Dans d'autres circonstances, ce serait un moment de paix. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda Madame Éléonore, le rejoignant avec 2 tasses de thé fumant. Richard accepta la boisson d'un signe de tête reconnaissant. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce qu'ils ont traversé, à la façon dont je leur ai fait défaut. » Madame Éléonore s'assit dans le fauteuil à côté, l'observant attentivement avec ses yeux sages. « Vous savez, la vie nous donne rarement de seconde chance, » dit-elle après un moment de silence. « Mais quand elle le fait, il est de notre responsabilité de les saisir. »« Une seconde chance ?» se répéta Richard, contemplant les mots. « C'est ce que j'essaie de construire pour nous. Une nouvelle vie. »« Oui, et vous êtes sur la bonne voie, » affirma la vieille dame. « Ces enfants sont spéciaux, Richard. Ils ont survécu à l'inimaginable et ont encore de la bonté dans les yeux. Ce n'est pas rien. » Richard sourit légèrement, le premier sourire sincère depuis des jours. « Merci, Madame Éléonore, pour tout. » La vieille dame fit un geste de la main, comme si ses actes de bonté ne méritaient aucune reconnaissance. « Vous savez pourquoi j'aide vos enfants ?» demanda-t-elle en regardant l'obscurité du jardin. « Parce qu'il y a de nombreuses années, j'étais comme eux, une enfant affamée, effrayée, invisible aux yeux de ceux qui auraient dû me protéger. » Richard la regarda, surpris. Madame Éléonore parlait rarement de son passé. « Que s'est-il passé ? C'est une vieille histoire. » Et soupira-t-elle. « Mon père était un homme violent, ma mère trop soumise pour nous défendre. J'ai grandi en apprenant à être invisible, à ne pas faire de bruit, à ne rien demander, jusqu'au jour où une enseignante a remarqué, elle a juste remarqué, et ça a tout changé. Faraki, elle vous a sauvé? Pas directement, mais elle a vu,
Et quand quelqu'un vous voit vraiment, quelque chose change à l'intérieur. Madame Éléonore toucha sa propre poitrine. On commence à exister. C'est ce que j'ai essayé de faire pour vos enfants. Leur montrer que quelqu'un les voyait, qu'ils n'étaient pas seuls. Les mots de la vieille dame touchèrent profondément Richard. C'était exactement ce dont ses enfants avaient besoin maintenant. Être vus, entendus, valorisés. Et il était déterminé à être la personne qui le ferait pour eux. Je vais devenir un meilleur père. T'en y promit-il, plus pour lui-même que pour Madame Éléonore. Je serai présent. Je les connaîtrai vraiment. Je sais que vous le ferez, sourit la vieille dame. Maintenant, essayez de dormir un peu. Demain sera une longue journée. Le lendemain matin, Richard se réveilla au son de rires d'enfants venant du jardin. Un instant désorienté par le sommeil, il crut être de retour au manoir de Neuilly-sur-Seine. Mais la réalité le rattrapa. Ils étaient dans la maison de campagne de Madame Éléonore, cachés de Véronique, au milieu d'une bataille qui ne faisait que commencer. Se levant rapidement, Richard se dirigea vers la fenêtre. Dehors, sous la lumière dorée du matin, une scène inhabituelle se déroulait. Madame Éléonore, coiffée d'un large chapeau de paille, pour se protéger du soleil, apprenait au triplet à planter des plants de laitue dans un petit potager. Les enfants, les mains sales de terre et le sourire aux lèvres, semblaient véritablement heureux pour la première fois depuis que Richard les avait amenés ici. En observant la scène, Richard sentit une étrange émotion l'envahir. Ce n'était pas seulement le soulagement de voir ses enfants sourire, mais une sorte de nostalgie pour quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Une enfance normale, avec des jeux simples et des adultes attentionnés autour de lui. Son téléphone sonna, interrompant le moment. C'était Charles. « Bonne nouvelle », dit l'avocat sans préambule. Le juge a accordé la mesure de protection. Véronique a l'interdiction de s'approcher de vous et la garde provisoire vous est confiée. De plus, la police enquête déjà sur la tentative d'empoisonnement sur la base de l'enregistrement. Richard sentit un poids se soulever de ses épaules, et la plainte pour enlèvement, classée sans suite. Mais Richard, ce n'est que le début. Véronique ne va pas abandonner facilement. Elle a beaucoup à perdre. « Je sais », répondit Richard, observant ses enfants à travers la vitre. « Inquiétez-moi aussi. » Après le petit déjeuner, Richard réunit les enfants dans le salon. Il était temps d'avoir une conversation franche, adaptée à leur âge, mais suffisamment honnête pour qu'ils comprennent la situation. « Les enfants, commença-t-il, cherchant les mots justes, vous vous souvenez qu'hier nous sommes allés chez le médecin ?» Les trois hochèrent la tête, le regardant attentivement. « La docteure a découvert que vous ne receviez pas la bonne nourriture et les bons soins. Ce n'est pas de votre faute. Je veux que vous le sachiez. C'est la faute des adultes qui auraient dû s'occuper de vous. Ma faute principalement. » Michel, toujours le plus sensible, fronça les sourcils. « Pourquoi c'est ta faute, papa? C'est tante Véronique qui... »« Parce que j'aurais dû le remarquer, » l'interrompit doucement Richard. « J'aurais dû être plus présent, faire plus attention. Je vous ai fait défaut, et je vous demande pardon pour ça. » Les mots semblaient inadéquats, insuffisants face à l'ampleur de ce qui s'était passé. Mais c'était un début. Richard continua, expliquant en termes simples que Véronique avait fait de mauvaises choses, qu'il y avait maintenant des personnes importantes qui aidaient à s'assurer qu'elle ne pourrait plus leur faire de mal. « On va retourner au manoir ?» demanda Mathieu avec une expression inquiète. La question prit Richard par surprise. Il n'avait pas encore pensé concrètement à l'avenir, à l'endroit où il vivrait après cette crise immédiate. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Vous aimeriez y retourner ?» La réponse unanime fut un « non ». Un autre qui résonna dans la pièce. Richard ne put s'empêcher de sourire légèrement. « Alors nous n'y retournerons pas. On peut trouver un autre endroit où vivre, un nouveau foyer. Qu'en pensez-vous » Marie, toujours la plus pragmatique des trois, pencha la tête d'un air songeur. « Est-ce que ça peut être près de chez Madame Éléonore? Et avoir un jardin pour Apollon? Et un grand arbre pour grimper ?» ajouta Michel, prenant de l'assurance. « Et une chambre juste à nous avec des dessins sur les murs. » compléta Mathieu. Richard sentit son cœur se gonfler dans sa poitrine. Ses enfants ne demandaient pas de manoir ou de jouets coûteux. Ils voulaient juste un vrai foyer avec de l'amour et de la sécurité. « On trouvera tout ça, » promit-il. Ensemble. Le moment fut interrompu par un coup sec à la porte d'entrée. Richard sentit son corps se tendre immédiatement, et les enfants se rapprochèrent de lui, cherchant protection.
Madame Éléonore, qui était dans la cuisine, arriva rapidement dans le salon. « Vous attendez quelqu'un » demanda-t-elle à voix basse. Richard secoua la tête. Charles ne devait venir que l'après-midi, et personne d'autre ne savait où il se trouvait. Avec précaution, il s'approcha de la fenêtre latérale, jetant un coup d'œil discret pour voir qui était à la porte. Le soulagement fut immédiat. C'était Joachim, le détective privé. « C'est le détective que j'ai engagé », expliqua-t-il à Madame Éléonore en se dirigeant vers la porte. « Ah, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne jusqu'ici. » En ouvrant la porte, Richard réalisa immédiatement que quelque chose n'allait pas. Joachim, habituellement calme et professionnel, semblait agité, avec des cernes profonds et des vêtements froissés, comme s'il n'avait pas dormi. « Monsieur Moreau ?» dit-il en entrant rapidement dès que Richard lui fit signe. « Désolé de débarquer sans prévenir, mais je ne pouvais pas risquer de parler au téléphone. »« Que s'est-il passé ?» demanda Richard, sentant la tension revenir sur ses épaules. « Nous avons découvert bien plus que ce à quoi nous nous attendions, » répondit Joachim, en sortant un dossier de son sac à dos. « Et je crois que nous sommes tous en danger. » Que Richard regarda les enfants, qui observèrent la scène les yeux écarquillés. « Madame Éléonore, pourriez-vous emmener les enfants dans le jardin un instant ?» demanda-t-il. « J'ai besoin de parler à Monsieur Lefebvre en privé. » La vieille dame acquiesça, comprenant la gravité de la situation, et guida doucement les triplés vers l'extérieur, leur promettant de leur montrer les oisillons qui venèrent de naître dans le nid sous l'avant-toit. Quand ils furent seuls, Joachim ouvrit le dossier sur la table du salon, révélant des dizaines de documents, de photographies et de rapports. « L'histoire est beaucoup plus complexe que nous ne l'imaginions, » commença-t-il. « Véronique Moreau n'agit pas seule. Elle fait partie d'un réseau sophistiqué qui vise à s'approprier des fortunes par le biais de mariages stratégiques, suivis de éliminations discrètes. » Richard sentit son sang se glacer dans ses veines. « Quoi ? Votre femme a un schéma, » poursuivit Joachim en étalant des photographies sur la table. « Voici son premier mari, décédé il y a 10 ans d'une crise cardiaque soudaine. Voici le second, mort dans un accident domestique, il y a 7 ans. Tous deux étaient des hommes riches, plus âgés, sans héritier, sauf vous. » Richard regarda les photographies, sentant son estomac se retourner. Comment n'avait-il pas enquêté plus profondément sur le passé de Véronique avant de se marier? Comment avait-il pu être si aveugle? Nous avons réussi à tracer plus de 15 millions sur des comptes offshore liés à elle, poursuivit Joachim. De l'argent qui ne provenait certainement pas uniquement des contrats de mariage. Et il y a plus. Nous avons trouvé des registres de transferts substantiels à 3 médecins différents ces dernières années, y compris le docteur qui suit votre famille. « Des pots de vin » murmura Richard, commençant à comprendre l'étendue du complot. « Exactement. Et il y a des communications entre Véronique et une femme nommée Élise Fournier, qui semble être le cerveau du groupe. Élise est veuve de 4 maris riches, tous décédés dans des circonstances suspectes, mais elle n'a jamais été inculpée. » Richard s'assit lourdement sur le canapé, essayant de digérer toutes ces informations explosives. Ce n'était pas seulement sa femme qui le trahissait, c'était une organisation criminelle méticuleuse qui avait mis ses griffes sur sa famille, sur ses enfants, sur sa vie. « Pourquoi dites-vous que nous sommes en danger maintenant ?» demanda-t-il, se souvenant des premiers mots du détective. Joachim hésita un instant avant de répondre, comme s'il pesait ce qu'il devait révéler. « Hier soir, alors que j'enquêtais dans le bureau personnel de Véronique au manoir, j'ai intercepté un appel. Elle parlait à quelqu'un, disant qu'elle avait besoin d'une solution définitive au problème. Elle a mentionné une somme, une adresse. Cette adresse? Joachim regarda autour de lui d'un air significatif, indiquant la maison de campagne. « Elle sait où nous sommes, » conclut Richard, sentant un frisson lui parcourir l'échine. « Et elle a engagé quelqu'un pour... » « Oui, » confirma gravement Joachim. « Je crois qu'elle a engagé un professionnel pour éliminer les témoins. »« Vous tous !» Richard se leva brusquement, la peur maintenant remplacée par une détermination féroce. « Je dois faire sortir les enfants d'ici, maintenant. »« J'ai déjà prévu un endroit sûr, » dit Joachim. « Un de mes amis, ancien policier, a une ferme isolée dans le Cantal. Personne ne vous y trouvera. J'ai une voiture qui attend à 3 rues d'ici, sans traceur, papiers en règle. » Richard acquiesça, reconnaissant de l'efficacité du détective. Il n'y avait pas de temps à perdre. « Combien de temps avons-nous »
Je ne sais pas exactement, admit Joachim. Mais vu le ton d'urgence de l'appel, je dirais des heures, pas des jours. À ce moment, un bruit venant du jardin attira leur attention. Un cri d'enfant, suivi de l'aboiement frénétique d'Apollon. Richard courut vers la porte arrière avec Joachim sur ses talons. En arrivant dans le jardin, la scène qu'il découvrit fit presque s'arrêter son cœur. Madame Éléonore était à terre, apparemment inconsciente, tandis qu'un homme inconnu, entièrement vêtu de noir, essayait d'attraper Marie. Mathieu et Michel étaient paralysés de peur, serrés contre Apollon, qui aboyait furieusement, essayant d'intimider l'intrus. « Papa !» cria Marie en se débattant dans les bras de l'étranger. « Ah, au secours !» Sans réfléchir, Richard fonça sur l'homme, avec une fureur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Derrière lui, Joachim sortit une arme qu'il gardait cachée sous sa veste. « Lâchez ma fille !» rugit Richard en se jetant sur l'intrus. L'homme, surpris par l'attaque soudaine, hésita un instant crucial. Ce fut suffisant pour que Marie réussisse à se libérer et à courir rejoindre ses frères. Au même instant, Apollon, comme s'il comprenait qu'il était libre d'agir, fonça sur l'étranger, plantant fermement ses dents dans sa jambe. Le cri de douleur de l'homme résonna dans le jardin, tandis qu'il essayait de se débarrasser du chien. Joachim profita de l'occasion pour s'approcher, pointant son arme directement sur la tête de l'intrus. « Ne bougez pas », ordonna-t-il d'une voix glaciale. « Police !» Richard courut vers ses enfants, les serrant protecteurs dans ses bras, tandis que l'étranger, immobilisé par l'arme de Joachim et les dents d'Apollon dans sa jambe, abandonnait finalement la lutte. « Qui vous a envoyé ici ?» demanda Joachim, pressant le canon de son arme contre la tempe de l'homme. L'intrus hésita, regardant nerveusement l'arme et le chien qui ne lâchait toujours pas sa jambe. « C'était juste un travail », répondit-il finalement, la voix tendue par la douleur. La femme a dit que c'était pour récupérer les enfants. Elle a dit que le père était fou, qu'il avait enlevé ses propres enfants. « Quelle femme ?» insista Joachim, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Véronique Moreau ?» répondit l'homme. « Elle m'a payé d'avance. Elle a dit que c'était une urgence familiale. » Richard sentit une vague de nausée en entendant le nom de sa femme. L'audace de Véronique n'avait pas de limite. Utiliser la plainte pour enlèvement comme couverture pour envoyer quelqu'un qui, en réalité, ferait bien plus que récupérer les enfants. Pendant que Joachim menottait l'intrus à l'aide d'une paire de menottes qu'il portait étonnamment sur lui, Richard tourna son attention vers Madame Éléonore. La vieille dame commençait à se réveiller lentement, un grand hématome se formant sur sa tempe droite. « Madame Éléonore » appela-t-il doucement, l'aidant à s'asseoir. « Vous allez bien ?» La vieille dame cligna des yeux plusieurs fois, essayant de faire le point. « Les enfants » murmura-t-elle d'une voix faible. « Il est apparu de nulle part. Il a sauté le mur. J'ai essayé de les protéger. »« Et vous les avez protégés » assura Richard. « Ils vont bien. »« Grâce à vous et à Apollon. » En entendant son nom, le labrador lâcha enfin la jambe de l'intrus et trottina fièrement jusqu'aux enfants, recevant des caresses reconnaissantes. « Nous devons partir d'ici, » dit Joachim, après avoir fini d'immobiliser l'homme. « J'ai déjà alerté mes contacts à la police, mais il n'est pas sûr de rester ici. Si Véronique a envoyé une personne, elle peut en envoyer d'autres. » Richard acquiesça, comprenant la gravité de la situation. En quelques minutes, il n'avait rassemblé que l'essentiel, quelques vêtements, des papiers, l'enregistreur contenant les preuves contre Véronique, et était prêt à partir. Madame Éléonore, malgré le coup à la tête, insista pour les accompagner. « Ces enfants ont besoin de moi », dit-elle fermement, lorsque Richard suggéra qu'elle reste pour être soignée par les ambulanciers. « Oui, franchement, j'ai aussi besoin d'eux. » Alors qu'il se préparait à quitter la maison par l'arrière pour ne pas être vu, Richard ne put s'empêcher de regarder ses enfants. Ces petits guerriers, qui avaient survécu à tant de choses et qui trouvaient encore la force d'aller de l'avant. « Tout ira bien », promit-il, serrant leurs petites mains tremblantes dans les siennes. « Papa est là maintenant, et il ne vous quittera plus jamais. » C'était une promesse qu'il scellait de chaque fibre de son être, une promesse pour ses enfants, pour Hélène et pour lui-même. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit de fuite désespérée. L'automne peignait les arbres d'or et de rouge dans les jardins de la petite maison que Richard avait louée dans les environs d'Orléans. C'était une construction simple mais accueillante, avec un grand jardin où Apollon pouvait courir librement
et les enfants jouaient sans crainte. Assis sur la terrasse, une tasse de café à la main, Richard observait les triplés jouer à cache-cache entre les arbres. Leur visage, autrefois pâle et marqué par une peur constante, arborait maintenant les couleurs saines d'une enfance retrouvée. Les derniers rapports médicaux le confirmaient. Ils étaient enfin libérés des effets des substances que Véronique administrait sournoisement dans leur nourriture. Le téléphone vibra dans sa poche. C'était Charles, son avocat et ami, devenu une présence constante dans leur vie durant ces mois turbulents. « Nous avons une date pour l'audience finale », annonça Charles sans détour. « Lundi prochain à 10 heures. Le juge veut clore l'affaire. » Richard respira profondément, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Après des mois d'enquête, de dépositions, d'expertise et de batailles judiciaires, le procès contre Véronique touchait enfin à sa fin. « Et les chances ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Absolus », assura Charles. « Les preuves menties sont irréfutables. L'enregistrement, les rapports médicaux, les témoignages des anciens employés, les rapports financiers montrant les détournements, les transferts aux médecins corrompus, sans parler de la confession de l'homme qu'elle a envoyé pour récupérer les enfants. Véronique n'a aucune chance de s'en sortir cette fois. » Richard acquiesça silencieusement. L'enquête avait révélé un complot bien plus vaste qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Véronique n'était pas seulement une épouse cruelle et une belle-mère négligente. Elle faisait partie d'une organisation sophistiquée qui ciblait des hommes riches, de préférence veuves ou divorcés, avec des enfants qui pouvaient être facilement écartés ou, dans les cas les plus extrêmes, éliminés. Les autorités avaient découvert 5 autres victimes au cours des dernières années, toutes avec des histoires similaires. Des mariages apparemment heureux avec des femmes beaucoup plus jeunes, suivis de morts naturelles ou de accidents, opportunes. Dans tous les cas, le même schéma, des comptes offshore, des médecins soudoyés, des testaments modifiés et des enfants écartés ou internés dans des institutions sous de fausses allégations de problèmes mentaux ou comportementaux. « Et Élise Fournier ?» demanda Richard, se référant au cerveau du réseau, la femme qui recrutait et formait de jeunes ambitieuses comme Véronique pour séduire et, finalement, éliminer des hommes riches, arrêtés hier à Saint-Tropez, répondit Charles, avec une satisfaction évidente dans la voix. Elle tentait de s'enfuir sur un yacht, mais la police judiciaire la surveillait déjà. Ils ont trouvé des documents compromettants, de faux passeports et plus de 2 millions en espèces cachées à bord. Richard ferma les yeux un instant, laissant la nouvelle s'imprégner. C'était la fin d'un cauchemar. Ses enfants étaient enfin en sécurité, non seulement de Véronique, mais de tout ce réseau criminel qui avait jeté son dévolu sur leur vie. « Merci, Charles, » dit-il finalement, « pour tout. »« Ah, ne me remercie pas encore, » répondit l'avocat. « Nous avons une autre surprise pour toi. Tu te souviens de ce procès contre les médecins impliqués dans le complot? Le tribunal a ordonné une indemnisation substantielle pour les victimes. Dans le cas des triplés, on parle de près de 5 millions d'euros. Richard fronça les sourcils, confus. « L'argent est la dernière chose dont nous avons besoin maintenant, Charles. J'en ai plus qu'assez pour m'occuper d'eux. »« Hein, je sais, » rit l'ami. « C'est exactement ce que j'ai dit au juge. C'est pourquoi il a permis que la somme soit allouée à une cause de ton choix, à condition qu'elle soit liée au bien-être de l'enfance. » Les mots de Charles firent naître une idée qui germait dans l'esprit de Richard depuis des semaines, depuis qu'il avait visité un foyer pour enfants pendant les enquêtes et vu de près la réalité de tant de petits abandonnés ou négligés, sans la voix ou la chance qu'avaient eue ses propres enfants. « Je crois que je sais exactement quoi faire de cet argent, » dit-il, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Après avoir raccroché, Richard resta sur la terrasse observant ses enfants. Marie, toujours la meneuse, organisait ses frères pour un nouveau jeu. Mathieu, le pragmatique, construisait ce qui semblait être une cabane avec des branches tombées, et Michel, le sensible, dessinait concentré à l'ombre d'un arbre. Le dessin. Telle avait été la grande découverte de ces derniers mois. Michel, le plus calme et introspectif des triplés, s'était révélé être un artiste né. Ses dessins, d'abord sombres et troublants, des portraits vifs de ce qu'ils avaient vécu au manoir, s'étaient progressivement transformés en expressions colorées et pleines d'espoir de leur nouveau monde. La psychologue qui suivait les enfants depuis leur fuite avait suggéré d'utiliser l'art comme thérapie, et les résultats avaient été surprenants. Michel ne se contentait pas de traiter ses traumatismes à travers ses dessins,
Il découvrait une voix qu'il n'avait jamais su posséder. « Papa, papa !» La voix de Mathieu interrompit ses pensées. Madame Éléonore est arrivée. Richard sourit, se levant pour accueillir la vieille dame qui était devenue une partie essentielle de leur vie. Madame Éléonore, après l'incident à la maison de campagne, avait insisté pour les accompagner dans leur nouvelle cachette. « Pour m'occuper des enfants pendant que vous réglez ce gâchis ?» qu'avait-elle dit avec cette détermination qui n'admettait aucune contestation. La modeste voiture se gara sur le gravier de l'entrée et le chauffeur, l'un des gardes du corps engagés par Richard, aida Madame Éléonore à descendre. À 76 ans, elle conservait une dignité et une force qui impressionnaient, mais Richard ne put s'empêcher de remarquer que sa démarche était plus lente, plus prudente qu'auparavant. « Comment se sont passés les examens ?» demanda-t-il après que les enfants l'eurent accueilli avec des étreintes enthousiastes et furent retournés à leur jeu. Madame Éléonore fit un vague geste de la main, comme pour chasser une mouche importune. « Les médecins exagèrent toujours », répondit-elle en s'asseyant sur la chaise que Richard lui offrait. « Ils disent que j'ai besoin d'une opération, que mon cœur ne bat pas comme il le devrait. Des bêtises! Je vis avec ce cœur depuis plus de 7 décennies. Je sais qu'il a encore beaucoup à donner. » Richard sourit, reconnaissant l'entêtement caractéristique de la vieille dame. Mais derrière le sourire, il y avait de l'inquiétude. Les médecins avaient été clairs. Madame Éléonore avait besoin d'une opération cardiaque complexe, et bientôt. « J'ai déjà programmé l'opération, » dit-il sans détour. « Pour la semaine prochaine, dans la meilleure clinique cardiologique de Paris. Je n'accepte aucune discussion à ce sujet. » Madame Éléonore haussa les sourcils, surprise par son ton ferme. Richard s'imposait rarement de cette manière. « Je n'ai pas les moyens de payer pour ça, mon garçon. Ma retraite couvre à peine mes médicaments. »« Et qui a parlé de payer ?» a souri Richard. « Là, c'est un cadeau. De nous tous, surtout des enfants. » La mention des triplés fit monter les larmes aux yeux de la vieille dame. Son amour pour les petits était évident pour quiconque les voyait interagir. « Ils ont besoin de vous, madame. »« Éléonore, » poursuivit Richard en adoucissant sa voix. « Et, franchement, moi aussi. » La vieille dame acquiesça lentement, une reddition silencieuse qui signifiait bien plus que des mots. Un instant, ils restèrent silencieux, observant simplement les enfants jouer sous le soleil d'automne. « Charles a appelé, » dit finalement Richard. « L'audience finale aura lieu la semaine prochaine. Et Élise Fournier a été arrêtée. »« Alors c'est fini, » murmura Madame Éléonore avec un soupir de soulagement. « Cette femme ne pourra plus faire de mal à personne. » « Non, elle ne le pourra pas. » Acquiesça Richard. « Et je pensais... à l'avenir. »« À quel avenir imaginez-vous, Richard ?» demanda la vieille dame, l'observant de ses yeux sages qui semblaient voir au-delà des mots. Richard regarda ses enfants, la maison simple qui était devenue leur refuge, le ciel qui commençait à se teinter des couleurs orangées du crépuscule. Un avenir où nous pourrons aider d'autres enfants. Des enfants qui n'ont pas eu la chance des miens, qui n'ont personne pour remarquer quand quelque chose ne va pas, pour se battre pour eux. Madame Éléonore sourit, comme si elle savait déjà ce qu'il allait dire. « Le manoir », poursuivit Richard, les yeux brillants d'une idée qui prenait forme au fur et à mesure qu'il parlait. « Cet endroit immense, qui ne nous apporte que de mauvais souvenirs. Et si nous le transformions en quelque chose de bien, un centre d'accueil pour les enfants victimes de négligence et d'abandon, un endroit où ils pourraient se rétablir, grandir, trouver leur voie. Un lieu de promesses, » compléta Madame Éléonore en hochant la tête avec approbation. « Des promesses d'un avenir meilleur. »« La maison des promesses, » murmura Richard, le nom venant naturellement. « Ça, c'est comme ça que nous l'appellerons. » Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, Richard s'assit à la petite table de la cuisine avec un bloc-notes devant lui. Les idées fusaient plus vite qu'il ne pouvait les noter. La structure du centre, les professionnels nécessaires, les programmes qu'ils offriraient. Plus qu'un foyer, ce serait un lieu de transformation, un tournant dans la vie d'enfants qui, comme ses propres enfants, avaient connu trop tôt le goût de l'abandon. À côté de lui, un dossier contenait les derniers rapports de Michel. La professeure d'art plastique, qui avait commencé à travailler avec lui, était émerveillée par son talent. Il voit le monde d'une manière unique. Avait-elle écrit dans son évaluation? Son art ne se contente pas de raconter des histoires. Il nous en fait ressentir le poids. Un des dessins de Michel, encadré et accroché au mur de la cuisine, montrait 3 petites silhouettes assises au bord d'un ruisseau,
avec un grand chien doré à leur côté. Au-dessus d'eux, un soleil radieux avec le visage d'une femme souriait doucement. Hélène, la mère que les triplés avaient à peine connue, mais dont Michel parvenait à capturer la présence avec une sensibilité surprenante. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. Il était tard pour un appel, presque 23 heures. L'identifiant affichait un numéro inconnu. Avec prudence, une habitude acquise durant les mois de traque, Richard répondit « Monsieur Moreau ?» Une voix féminine et professionnelle retentit. « Ici Claire Lambert de la Galerie Nouvel Art. Je vous appelle au sujet des dessins de votre fils, Michel. » Richard fronça les sourcils, confus. Il n'avait envoyé les dessins de Michel à aucune galerie. « Comment avez-vous obtenu ce numéro ?» demanda-t-il, la méfiance évidente dans sa voix. « Oh, je suis désolé pour l'heure et la confusion. » S'empressa de dire la femme. « Madame Louise, la professeure qui travaille avec votre fils, nous a montré quelques photographies de ses œuvres. Nous avons été impressionnés. Nous aimerions vous inviter à une exposition spéciale que nous organisons. Elle s'appelle « À travers les yeux de l'enfance ». Richard se détendit un peu. Louise avait mentionné quelque chose à propos de contact dans le monde de l'art, mais il ne l'avait pas pris très au sérieux. « Michel n'a que 8 ans, répondit-il encore hésitant. « Je ne sais pas s'il est prêt pour ce genre d'exposition publique. »« Je comprends votre inquiétude, » dit doucement Claire. « Mais c'est précisément pour cela que nous sommes intéressés. Sa perspective est extraordinaire. Surtout la série de dessins intitulée « Ce que j'ai vu avec la faim ». Ce sont des œuvres puissantes, Monsieur Moreau. Elles racontent une histoire qui doit être entendue. » Les mots de la galeriste touchèrent profondément Richard. Ce que j'ai vu avec la faim était une série de dessins que Michel avait commencé pendant ses séances de thérapie. Des images d'assiettes vides, de portes fermées, Dieu qui regardait à travers des fentes, de mains tendues en une supplication silencieuse. C'était son parcours à travers la négligence et la guérison, raconté par des traits d'enfant porteurs d'une sagesse ancienne. Je peux lui en parler. Ça concéda finalement Richard. Mais la décision lui appartiendra, et nous aurions quelques conditions. Bien sûr, absolument, acquiesça promptement Claire. Nous pouvons discuter des détails en personne, et si vous me permettez, Monsieur Moreau, votre soutien au talent de votre fils est admirable. Beaucoup de parents essaieraient de cacher ces histoires, pas de les célébrer. Après avoir raccroché, Richard resta pensif. Célébrer les histoires, ne pas les cacher. N'était-ce pas exactement ce qu'ils essayaient de faire? Transformer la douleur en quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait aider les autres? C'est à ce moment que l'idée du livre commença à se former dans son esprit. Pas n'importe quel livre, mais un témoignage commun, le sien et celui des triplés sur le chemin qu'ils avaient parcouru. Un livre qui pourrait alerter d'autres parents, donner une voix aux enfants réduits au silence, transformer leur expérience en un phare pour les familles plongées dans des dynamiques toxiques. 3 assiettes vides, murmura-t-il pour lui-même, le titre venant naturellement. Un hommage à la scène qui avait changé leur vie. 3 enfants se partageant de la nourriture pour chiens parce qu'ils avaient été privés de nourriture dans une maison d'abondance. L'audience finale, le lundi suivant, fut plus courte que ce à quoi Richard s'attendait. Les preuves étaient si accablantes, les témoignages si concordants, qu'il restait peu de choses à débattre. Véronique, le visage marqué par des mois de prison et l'arrogance diminuée par le poids des accusations, semblait l'ombre de la femme élégante et confiante qu'elle avait été. Lorsque le juge prononça la sentence, 23 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans, Richard ne ressentit ni la joie ni le sentiment de vengeance qui l'attendait. Au lieu de cela, il éprouva quelque chose de plus profond, de plus calme, un point final, le sentiment qu'un chapitre douloureux se terminait enfin. « Tu veux lui dire quelque chose ?» demanda Charles, lorsque l'audience fut terminée et que Véronique était conduite hors du tribunal entre 2 policiers. Richard observa un instant la silhouette de son ex-femme s'éloigner. Il pensa à tout ce qu'elle avait fait, à la souffrance qu'elle avait causée à ses enfants innocents, aux vies qu'elle avait détruites avant eux. « Non, » répondit-il finalement. « Je n'ai rien à lui dire. Je préfère garder mes mots pour ceux qui méritent de les entendre. » 2 ans s'étaient écoulés depuis ce jour au tribunal. La maison des promesses, installée dans l'ancien manoir de Neuilly-sur-Seine, était devenue une réalité vibrante, accueillant des dizaines d'enfants en situation de vulnérabilité. Là où régnait autrefois le silence oppressant et la peur,
Résonnaient maintenant les rires d'enfants et le brouhaha de petites vies en reconstruction. Richard parcourait les couloirs du manoir transformé, saluant les éducateurs, les psychologues et les assistants sociaux. L'endroit avait été entièrement repensé. Les salons froids et impersonnels étaient maintenant des salles de thérapie et d'études accueillantes. Le jardin à la française s'était transformé en un potager communautaire et un espace de jeu. La piscine, autrefois rarement utilisée, était maintenant le théâtre de cours de natation et de loisirs. Monsieur Moreau appela l'une des coordinatrices en s'approchant rapidement. La nouvelle famille est arrivée. Ce sont 3 frères et sœurs, comme prévu. Richard acquiesça, suivant la femme jusqu'à la salle d'accueil. Là, 3 enfants, 2 garçons et une fille, aucun n'ayant plus de 6 ans, étaient assis timidement sur un canapé coloré, observant le nouvel environnement avec des yeux écarquillés de peur et d'espoir. « Bonjour », dit doucement Richard, en s'accroupissant pour se mettre à leur hauteur. « Bienvenue à la maison des promesses. » Les enfants le fixèrent en silence, le plus jeune tenant fermement la main de sa sœur aînée. Richard reconnaissait ses regards, cette posture défensive. Ses propres enfants avaient été ainsi, il n'y a pas si longtemps. « Vous êtes en sécurité ici », poursuivit-il, de la voix calme qu'il avait appris à utiliser dans ces situations, « et vous avez une surprise qui vous attend. » « Vous voulez voir ?» Lentement, les 3 hochèrent la tête. Richard les conduisit le long du couloir jusqu'à une porte décorée de dessins colorés. « Voici la salle de Michel », expliqua-t-il en ouvrant la porte pour révéler un espace vaste et ensoleillé, rempli de tables basses couvertes de matériel d'art, papier coloré, crayons, peinture, pâte à modeler, tout à portée de petites mains créatives. Au centre de la pièce, un jeune garçon de presque 11 ans organisait des pots de peinture. En voyant son père et les enfants, Michel sourit timidement. « Les enfants, voici mon fils Michel », présenta Richard. « Il va vous montrer comment dessiner vos sentiments. C'est plus facile qu'il n'y paraît. » Michel s'approcha, aussi doux et patient que Richard savait qu'il le serait. En quelques minutes, les enfants étaient assis autour d'une table, des feuilles blanches devant eux, écoutant attentivement pendant que Michel expliquait comment commencer. Richard observa la scène le cœur plein. Son fils, autrefois si renfermé et effrayé, aidait maintenant d'autres enfants à trouver leur propre voie à travers l'art qu'il avait sauvé. L'exposition « Ce que j'ai vu avec la faim » avait été un succès retentissant, non seulement en lançant la carrière artistique précoce de Michel, mais aussi en attirant l'attention nationale sur le problème de la négligence infantile. Laissant Michel avec ses nouveaux protégés, Richard continua sa promenade dans la maison des promesses. Dans le jardin, il trouva Marie et Mathieu en train d'aider au potager communautaire, apprenant aux plus jeunes à planter des plants de laitue, exactement comme Madame Éléonore le leur avait appris des années auparavant. Madame Éléonore. L'opération avait été un succès, bien que la convalescence ait été longue et difficile. Maintenant, à 78 ans, elle était une présence constante à la maison, une grand-mère collective pour des dizaines d'enfants qui n'avaient jamais connu l'amour d'une vraie famille. Richard l'aperçut assise sous un arbre, lisant des histoires à un petit groupe d'enfants. Apollon, maintenant un chien âgé mais toujours loyal, reposait à ses pieds, levant occasionnellement la tête pour recevoir une caresse distraite des enfants. Le livre « 3 assiettes vides, la vérité sur l'amour » avait été publié 6 mois plus tôt, devenant instantanément un best-seller et catalysant un mouvement national pour le bien-être de l'enfance. Écrit conjointement par Richard et les triplés, avec des contributions de Madame Éléonore, c'était un témoignage puissant sur la façon dont l'amour, l'attention et une présence authentique pouvaient transformer des vies. Lorsque de grandes sociétés de production cinématographique offrirent des millions pour les droits d'adaptation, Richard refusa. Cette histoire n'était pas une marchandise, c'était une mission. Les droits d'auteur allaient directement à la fondation Promesse Tenue, qui identifiait et sauvait des enfants dans des situations similaires à celles que ces enfants avaient vécues. Le soir, après une longue journée de travail à la maison, Richard rentra dans la modeste maison de ville où il vivait désormais, lui les triplés, Madame Éléonore et Apollon. Ils avaient déménagé plus près du manoir transformé, mais avaient conservé la simplicité qu'ils avaient appris à apprécier. Après le dîner, préparés tous ensemble dans la cuisine chaleureuse, Richard aida les enfants avec leurs devoirs, écouta le récit de leur journée, leur lut des histoires pour dormir. Des rituels simples, quotidiens,
qui semblait autrefois insignifiant, mais qui constituait maintenant le tissu même d'une vie reconstruite. Quand tout le monde fut enfin endormi, Richard entra silencieusement dans la chambre des triplés. Contrairement à l'ancien manoir, où chacun avait une chambre isolée, ici il préférait dormir dans le même espace. 3 lits disposés en étoiles, de sorte qu'ils pouvaient voir le visage des autres avant de fermer les yeux. Apollon, toujours fidèle, reposait sur le tapis entre les lits, gardien silencieux de leurs rêves. Richard s'agenouilla à côté du chien, caressant son pelage doré maintenant parsemé de blanc. « Merci, vieil ami », murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Observant ses enfants dormir, leur visage paisible, dans la pénombre de la chambre, Richard ressentit une vague de gratitude si intense qu'elle faillit le terrasser. Ces 3 vies, si fragiles et si fortes à la fois, avaient complètement transformé son existence. Avant cette nuit fatidique au chenil, Richard Moreau n'était qu'un homme d'affaires prospère, un homme qui mesurait la valeur en chiffres et en contrats. Maintenant, il savait que la vraie richesse résidait dans les moments partagés, dans les petites mains qui tenaient la sienne, dans les dessins accrochés au réfrigérateur, dans l'odeur de gâteaux faits maison qui emplissait la maison. S'agenouillant entre les lits de ses enfants, Richard ferma les yeux et murmura une promesse qu'il renouvelait chaque jour. Jamais plus il ne manquerait de chaleur, de nourriture, d'affection et de présence. Jamais plus il ne permettrait au monde de blesser ces petits cœurs qui, contre toute attente, savaient encore aimer si pleinement. Et là, dans le silence de cette chambre simple, Richard Moreau, père, défenseur, homme transformé par l'amour le plus pur, trouva enfin la paix qu'il avait cherchée toute sa vie sans le savoir.